Claire Moreau vivait à Lyon, dans un quartier modeste du 7e arrondissement, où les immeubles semblaient retenir leur souffle sous le poids du quotidien. À 35 ans, elle jonglait entre 2 emplois précaires pour subvenir aux besoins de sa fille de 6 ans, Manon. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce les nuages gris de la ville, Claire enfilait son tablier de boulangère pour rejoindre la petite boulangerie familiale où elle travaillait à mi-temps. À midi, elle courait récupérer Manon à l'école, l'installait avec un goûter et quelques crayons de couleur, puis repartait en début de soirée pour faire des ménages dans des appartements du centre. Les fins de journée étaient les plus éprouvantes. La fatigue s'installait dans son dos, ses jambes, sa nuque et parfois, elle s'endormait sans même retirer ses chaussures. Le petit appartement qu'elle occupait avec sa fille n'avait que 2 pièces. La cuisine servait aussi de salon, et la chambre qu'elle partageait était encombrée de jouets, de livres d'enfants et de vêtements à plier. Malgré tout, Claire faisait de son mieux pour que Manon se sente en sécurité et aimée. Le sourire de sa fille suffisait souvent à dissiper les nuages de son esprit. Ce soir-là, la pluie battait les vitres comme une symphonie désaccordée. Il était presque 22 heures lorsque Claire descendit du bus. Un sac de provisions à la main, les cheveux collés au front par l'humidité. Le vent de novembre était tranchant, s'insinuant sous son manteau usé. Elle pressa le pas en direction de chez elle, songeant déjà à l'état de ses pieds trempés, au dîner rapide qu'elle allait préparer et à l'histoire qu'elle lirait à Manon avant de l'endormir. Les rues étaient presque désertes. Les réverbères jetaient une lumière pâle sur les trottoirs luisants. Un chat errant traversa la chaussée en bondissant, effrayé par un coup de tonnerre lointain. Claire resserra son écharpe autour de son cou et continua sa marche, concentrée sur les flaques qu'elle essayait d'éviter. Elle connaissait cette fatigue-là, celle qui ne laissait pas de place au rêve, la lassitude de ceux qui comptent chaque euro, chaque minute, chaque pas. Elle n'attendait plus rien de grandiose. Son bonheur, elle le trouvait dans les petites choses. Un dessin de Manon, une baguette offerte par son patron, un rire volé entre 2 corvées. L'amour, elle n'en parlait plus. Son cœur s'était fermé depuis longtemps, verrouillé par les blessures d'un passé dont elle ne voulait plus se souvenir. Ce soir, pourtant, quelque chose allait changer. Sans le savoir, Claire s'approchait du moment où son quotidien basculerait. Une rencontre improbable, cachée dans le tumulte de la pluie, l'attendait au coin de la rue. Elle ne le savait pas encore, mais les jours de grisaille étaient comptés. Le destin, capricieux et silencieux, s'apprêtait à frapper à sa porte, ou plutôt à la forcer à tendre la main. En tournant dans une ruelle étroite bordée d'arbres dénudés, elle distingua une silhouette immobile, adossée à un lampadaire. L'homme semblait perdu, détrempé jusqu'aux os. Claire ralentit, le cœur battant. Dans cette ville, à cette heure, la prudence dictait de passer son chemin. Mais quelque chose chez lui, une posture affaissée, une vulnérabilité désarmante, l'empêcha de détourner le regard. Elle s'arrêta à quelques pas, plissant les yeux à travers la pluie. Il ne bougea pas. « Monsieur, vous allez bien ?» Sa voix se perdit presque dans le vent. L'homme leva lentement la tête. Son visage était pâle, les traits tirés, les cheveux plaqués par l'eau. Il ne portait pas de manteau, juste une chemise froissée collée à sa peau et un pantalon trempé jusqu'aux chevilles. Claire sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas la peur, mais une sorte d'intuition. Comme si cet instant précis, aussi banal qu'il puisse paraître, était chargé d'un sens qu'elle ne comprenait pas encore. L'homme ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ses lèvres tremblaient. Claire hésita une seconde, balança entre la prudence et l'élan du cœur. Puis elle fit un pas en avant. « Venez, vous allez tomber malade. » Elle n'avait rien d'autre à offrir qu'un toit modeste et un peu de chaleur, mais ce soir-là, cela allait tout changer. Claire sentit l'eau ruisseler le long de son cou alors qu'elle s'approchait de l'homme. La pluie redoublait d'intensité, battant le pavé avec une rage sourde, comme si le ciel lui-même s'effondrait lentement sur Lyon. L'homme, adossé au lampadaire, ne réagissait toujours pas, ses bras croisés contre sa poitrine dans une tentative vaine de conserver un peu de chaleur. Claire, trempée elle aussi, serra les dents. Une part d'elle lui criait de continuer son chemin, de penser à Manon qui l'attendait sans doute déjà endormie, de ne pas faire confiance à un inconnu, surtout dans un monde où la peur justifiée et les mauvaises expériences forgent des réflexes de protection. Mais une autre part, celle qui résistait encore au cynisme, la poussait à tendre la main. L'homme tourna enfin la tête vers elle,
les yeux plissés sous l'averse. Il semblait désorienté, perdu, comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait là. Il ne prononça pas un mot. Son regard pourtant exprimait quelque chose de plus profond qu'une simple détresse. Claire perçut dans cette fraction de seconde une forme de solitude familière, celle qu'elle connaissait trop bien. « Vous n'avez pas d'endroit où aller ?» demanda-t-elle. Il fit un mouvement de tête très léger, presque imperceptible, comme s'il craignait que tout son corps ne s'effondre à la moindre tentative. Elle regarda autour d'eux, le quartier silencieux, les fenêtres closes, aucune voiture à l'horizon. Tout était noyé dans cette nuit humide et glaciale. Elle se pencha légèrement vers lui, essayant de capter son attention. « Vous êtes blessé ?» L'homme secoua la tête. Enfin, puis d'une voix rauque et faible, à peine audible, il murmura « Non, juste, je n'ai plus rien. » Claire sentit quelque chose se briser en elle. Pas de manière dramatique ni romantique, mais comme un écho de ses propres moments de vide. Combien de fois avait-elle eu l'impression de ne plus rien avoir? Combien de soirs était-elle rentrée chez elle avec cette impression d'être invisible, de porter seule le poids de la survie? Elle inspira profondément. Elle n'était ni naïve ni téméraire, mais elle savait reconnaître la misère authentique quand elle la voyait. Et l'homme devant elle n'était pas un acteur. « Venez, dit-elle, en retirant son écharpe pour la poser sur ses épaules à lui. Vous allez attraper la mort. » Il hésita, la regarda comme si elle venait de lui parler dans une langue oubliée, puis, lentement, se détacha du lampadaire. Ses mouvements étaient maladroits, comme ceux d'un homme dont les muscles avaient oublié leur fonction première. Claire le soutint par le bras sans réfléchir davantage, et ils commencèrent à marcher dans la direction de son immeuble. Les quelques minutes de trajet furent silencieuses. Claire sentait le poids de l'inconnu contre elle, non pas physiquement, mais comme une question suspendue. Qui était-il? Pourquoi était-il là, sans manteau, sans sac, sans rien? Elle n'avait pas encore de réponse, mais dans son esprit, une ligne venait d'être franchie. Elle n'aimait pas l'idée d'introduire un homme inconnu dans son univers, surtout un univers qu'elle avait tant protégé pour Manon. Pourtant, ce soir, elle ne pouvait pas faire autrement. Ils arrivèrent au petit immeuble délabré où elle vivait depuis presque 3 ans. Claire entra le code sur le digicode en jetant un regard furtif derrière elle, s'assurant que personne ne les avait suivis. Pas par paranoïa, mais par habitude. La porte grinça comme toujours, et l'odeur familière de renfermer l'accueillit. Elle guida l'homme jusqu'au 2e étage, où leur appartement occupait le coin du palier. En entrant, elle prit soin de ne pas faire de bruit. Elle déposa les clés doucement sur la commode et fit signe à l'homme d'entrer dans la cuisine. Il obéit sans un mot, regardant autour de lui comme si chaque objet était un mystère. Claire alluma la lumière faible au-dessus de l'évier et attrapa une serviette dans le placard. « Asseyez-vous, je vais vous chercher des vêtements secs. Ce ne sera pas très élégant, mais ce sera au moins chaud. » Il hocha la tête, et pour la première fois, un soupçon de reconnaissance passa dans ses yeux. Claire alla dans la chambre, vérifia que Manon dormait profondément, puis prit un vieux survêtement propre et une paire de chaussettes épaisses dans le tiroir du bas. De retour dans la cuisine, elle déposa les vêtements sur la chaise. « La salle de bain est là, dit-elle en montrant du doigt une petite porte. Allez vous changer. Ensuite, vous me direz ce qui vous est arrivé. » L'homme acquiesça sans discuter. Lorsqu'il referma la porte derrière lui, Claire se permit de respirer profondément. Son cœur battait vite, pas de peur, mais d'adrénaline. Elle venait de faire quelque chose d'insensé, selon la logique du monde. Et pourtant, cela lui semblait être la seule chose juste à faire. Elle mit de l'eau à chauffer et chercha un sachet de tisane à la camomille. Elle savait que les réponses viendraient ensuite. Pour l'instant, il s'agissait juste d'offrir un peu de chaleur, un coin sec, une tasse chaude. C'était peut-être insignifiant, mais elle avait appris que les gestes les plus simples pouvaient parfois tout changer. Quand il ressortit de la salle de bain, il portait les vêtements qu'elle lui avait donnés. Ils étaient trop larges, et l'élastique du pantalon semblait presque prêt à céder, mais il avait meilleure mine. Ses cheveux, encore humides, étaient repoussés en arrière. Il s'assit sans bruit, les mains posées à plat sur la table, regardant la tasse de tisane fumante qu'elle lui tendait. « Merci, dit-il enfin. » Claire s'assit en face de lui. « Vous avez un nom ?» Il leva les yeux vers elle, l'air hésitant. « Alexandre. Et vous n'avez vraiment rien ? Pas de téléphone, pas de portefeuille, pas même une pièce d'identité ?» Il secoua lentement la tête. « On m'a tout pris. Et vous venez d'où ?» Il fixa la table. Un silence passa.
Claire n'insista pas. Pas encore. Elle le regarda longuement, essayant de lire au-delà de ses réponses évasives. Il avait beau être en vêtements de fortune, son maintien restait droit, son regard vif malgré la fatigue. Quelque chose ne collait pas, mais elle ne posa pas plus de questions. Ce soir, elle avait choisi de faire confiance, juste pour une nuit. Elle lui indiqua le canapé. « Vous pouvez dormir là, je vous apporterai une couverture. » Alexandre hocha la tête. Il semblait presque gêné de sa propre présence, comme un homme tombé trop bas pour espérer encore de la dignité. Claire, quant à elle, se leva en silence. Avant de refermer la porte de la chambre, elle jeta un dernier regard vers lui. Il regardait la fenêtre, perdu dans ses pensées, comme si dehors, dans l'obscurité et la pluie, se trouvait tout ce qu'il avait fui. Elle referma doucement la porte, s'allongea près de Manon et sentit une vague d'incertitude l'envahir. Demain, elle devrait répondre à ses propres questions. Mais ce soir, elle avait offert un abri. Rien de plus, rien de moins. Le lendemain matin, Claire fut réveillée par les rayons timides du soleil qui tentèrent de percer à travers les rideaux usés de sa chambre. Elle se redressa lentement, encore enveloppée par cette sensation étrange d'avoir partagé son appartement avec un inconnu. Manon dormait paisiblement à ses côtés, le visage enfoui sous la couverture. Claire l'embrassa doucement sur le front avant de se lever. Elle jeta un coup d'œil discret vers le salon, son cœur battant plus vite que d'habitude. Alexandre était toujours là. Il dormait recroquevillé sur le petit canapé, la couverture remontée jusqu'au menton. Sa respiration était calme, presque imperceptible. Pendant un instant, Claire l'observa en silence. Il semblait plus jeune, apaisé, débarrassé de la tension qu'il portait la veille. Son visage, bien que marqué par la fatigue, révélait une certaine douceur. Elle détourna rapidement les yeux, gênée par sa propre curiosité. Elle entra dans la cuisine et mit de l'eau à bouillir. Préparer le petit déjeuner était une routine immuable, presque une nécessité mentale pour structurer ses journées. Manon arriva bientôt, les cheveux en bataille, frottant ses yeux avec ses petits poings. Claire l'embrassa à nouveau, servit un bol de lait chaud avec du pain grillé et lança un regard furtif vers le salon. Lorsqu'Alexandre se réveilla enfin, il se leva doucement, sans bruit, comme s'il cherchait à ne pas déranger le fragile équilibre de l'endroit. Claire l'accueillit d'un simple « bonjour », un peu sec mais poli. Il répondit avec une voix encore rauque, un sourire hésitant sur les lèvres. « Merci pour hier soir. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire, mais j'aimerais comprendre un peu plus ce qui vous est arrivé. » Il s'assit à la table de la cuisine, accepta le café qu'elle lui tendait et la remercia d'un hochement de tête. Il resta silencieux un moment, regardant la vapeur s'élever de sa tasse, puis, avec une lenteur mesurée, il commença à parler. « Je m'appelle Alexandre. J'étais à Lyon depuis quelques jours. J'ai été agressé. Ma valise, mon portefeuille, mon téléphone. Tout a disparu. J'ai erré dans les rues, sans savoir à qui demander de l'aide. Puis la pluie a commencé et je me suis dit que je ne pouvais pas faire un pas de plus. » Claire l'écouta sans l'interrompre. Son récit était plausible, mais elle gardait une réserve instinctive. Il ne donnait pas de détails, parlait d'une voix neutre, comme s'il récitait quelque chose de déjà préparé. Elle nota cependant qu'il évitait de dire pourquoi il était à Lyon, d'où il venait, où était sa famille ou ses amis. « Vous n'avez personne à prévenir? Pas d'amis? Pas de numéro à appeler ?» Alexandre baissa les yeux, hésita. « Personne ici. C'est compliqué. » Ce genre de réponse vague et fermée aurait dû suffire à mettre fin à sa patience. Mais au lieu de cela, Claire soupira. Elle n'avait ni le temps ni l'énergie de mener un interrogatoire. Et puis, il y avait Manon, qui pendant ce temps dessinait tranquillement dans le coin de la cuisine, comme si la présence d'un inconnu n'était qu'une variation mineure dans leur quotidien. « Vous pouvez rester encore aujourd'hui, mais demain, il faudra trouver une solution. Je ne peux pas héberger quelqu'un indéfiniment. »« Je comprends, » répondit-il, « et je vous promets que je ne veux pas profiter de votre gentillesse. » Claire hocha la tête. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui faire confiance, mais elle voulait croire que ce n'était pas une erreur. Elle lui laissa un peu de pain et de fromage, lui expliqua rapidement le fonctionnement de l'appartement, puis elle s'habilla en vitesse pour aller à la boulangerie. Elle laissa Manon à l'école sur le chemin. Pendant qu'elle servait les clients, elle ne cessait de penser à l'homme qu'elle avait laissé chez elle. Avait-elle été imprudente? Et s'il mentait? S'il cachait quelque chose de dangereux? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit,
Elle tenta de se concentrer sur les commandes, sur la caisse, sur la pâte à pain. Mais la présence d'Alexandre planait dans son esprit comme un poids invisible. Lorsqu'elle rentra chez elle en début d'après-midi, elle s'attendait à ne plus le trouver. Mais il était encore là. Il avait nettoyé la cuisine, replié le canapé, rangé la table, un petit geste, certes, mais qui montrait qu'il ne prenait pas sa présence pour acquise. Claire le remercia d'un simple signe de tête. « Je peux vous aider d'une quelconque manière ?» demanda-t-il. Elle réfléchit. Il n'avait pas l'air fainéant ni arrogant. Elle pensa à l'immeuble voisin où elle faisait parfois le ménage. Une locataire âgée cherchait de l'aide pour des travaux simples. Peut-être que cela pouvait servir de test. Il y a une dame dans l'immeuble à côté qui a besoin d'un peu d'aide pour porter des choses, trier des cartons. Ce n'est pas payé, mais ça vous fera passer le temps, si ça vous intéresse. Bien sûr. Merci. Vraiment. Il partit dans l'heure. Claire l'observa par la fenêtre. Il marchait avec calme, sans hésitation. Elle sentit une pointe d'étrangeté. Il avait des manières mesurées, presque élégantes. Rien chez lui ne trahissait une vie de rue. Il n'avait pas la raideur de ceux qui dorment sur les bancs ou la désorientation de ceux qui vivent sans repère. Il paraissait cultivé, structuré, presque éduqué dans un cadre strict. Quand il revint en fin de journée, il lui raconta que la dame l'avait accueilli avec gentillesse, lui avait même proposé un café. Il avait déplacé quelques caisses, réparé une étagère, remis des cadres au mur. « Vous savez faire ça ?» demanda Claire, surprise. « J'ai grandi dans une maison où l'on apprenait à tout faire soi-même », répondit-il avec un sourire discret. Ce fut cette phrase qui fit naître le premier vrai doute en elle, une maison où l'on apprenait à tout faire soi-même. Ce n'était pas une réponse d'homme sans racines, pas quelqu'un qu'on imagine errant dans les rues. Elle ne dit rien, mais dans son esprit, une autre question se formait. Qui était vraiment Alexandre, et qu'est-ce qu'il fuyait? Il resta calme, courtois, discret toute la soirée. Aida à mettre la table, à plier le linge, à distraire Manon avec une histoire qu'il inventa sur le moment. La petite riait, fascinée. Claire, en arrière-plan, observait. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait vu sa fille aussi détendue en présence d'un adulte. C'était à la fois rassurant et perturbant. La nuit tomba. Claire s'assura que toutes les portes étaient bien fermées. Dans la chambre, alors que Manon s'endormait, elle regarda une dernière fois vers le salon. Alexandre était assis, lisant un vieux magazine qu'elle avait laissé traîner. Elle savait que sa vie venait de basculer légèrement. Rien d'extraordinaire, pas encore. Mais un mouvement discret venait de se produire, un changement imperceptible mais réel, et elle avait bien l'intention de comprendre ce qui se cachait derrière cette apparente tranquillité. Le surlendemain, dès les premières heures du jour, Claire sentit le changement dans l'atmosphère du quartier. En descendant les escaliers pour emmener Manon à l'école, elle croisa sa voisine du 3e, Madame Pujol, qui la salua d'un ton inhabituellement froid. D'ordinaire, cette femme âgée, toujours prompte à partager ses réflexions sur la météo ou les travaux dans l'immeuble, lui adressait un sourire courtois. Cette fois, ses lèvres pincées ne laissèrent passer qu'un murmure presque inaudible. Claire sentit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement une impression passagère, c'était une tension sourde, comme une ombre qui glissait derrière elle. Lorsqu'elle revint de l'école, elle décida de faire une halte chez Camille, sa voisine et amie de longue date qui vivait juste en face de son appartement. Camille, la quarantaine bien entamée, mère célibataire elle aussi, avait toujours été une présence stable et rassurante dans la vie de Claire. Elle frappait souvent à sa porte avec un reste de gâteau ou une blague sur leur voisin bruyant. Ce matin-là, Claire avait besoin de parler à quelqu'un, de verbaliser ce qu'elle gardait en elle depuis 2 jours. Assise dans la petite cuisine de Camille, un mug de café tiède entre les mains, elle raconta tout. Pas les moindres détails, mais assez pour que Camille comprenne. La pluie, l'homme sous le lampadaire, la nuit passée sur le canapé, les vêtements secs, les réponses vagues. Claire s'attendait à une réaction modérée, peut-être un conseil, une mise en garde amicale. Ce qu'elle reçut fut bien plus direct. « Tu as fait entrer un inconnu chez toi, avec Manon à la maison? Tu plaisantes, j'espère. Il avait besoin d'aide. Il n'avait rien, Camille. Et comment tu sais ça? Il t'a montré ses papiers? Tu l'as trouvé sur un trottoir, trempé, sans téléphone, sans argent, sans rien, et tu crois ça normal? Tu sais à quel point ça peut être dangereux? » Claire resta silencieuse. Elle s'attendait à ce genre de réaction, mais entendre les mots lui fit plus mal qu'elle ne l'aurait imaginé. Et s'il était un escroc? Ou pire,
Un type en cavale? Un malade? Tu penses à ta fille dans tout ça? Manon n'a que 6 ans. Je sais ce que je fais, répondit Claire, bien que sa voix manquât de conviction. Non, tu crois savoir, c'est différent. Camille se leva pour remplir sa tasse. Son agitation était palpable. Claire comprenait son inquiétude, elle la partageait même en partie. Mais il y avait quelque chose chez Alexandre qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Une retenue, une dignité dans l'effondrement. Il ne s'était jamais plaint, n'avait jamais cherché à s'imposer. Il était toujours discret, presque invisible. Et pourtant, sa présence bouleversait tout. En rentrant chez elle, Claire trouva Alexandre dans la cuisine, en train de laver les assiettes du petit déjeuner. L'odeur du café flottait encore dans l'air. Il se tourna vers elle et lui adressa un simple sourire. « Manon est déjà à l'école. » « Oui. » Elle posa son sac, le regarda un instant sans rien dire. Les paroles de Camille tournaient encore dans sa tête. Elle avait besoin de réponses. Pas pour Camille, ni pour les voisins, mais pour elle-même. « Alexandre, je veux que tu me dises la vérité. Toute la vérité. Qui es-tu exactement? Pourquoi es-tu là, sans rien, sans personne à contacter ?» Il reposa l'assiette dans l'égouttoir, s'essuya les mains lentement, puis s'assit à la table. Son visage perdit son expression neutre pour laisser place à une fatigue plus profonde, presque résignée. « Je comprends tes questions. Je me doutais qu'elles viendraient tôt ou tard, mais je ne peux pas tout expliquer maintenant. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas prêt. Parce que je ne sais pas encore si je peux te faire confiance. » Cette réponse la frappa. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui remette en question la confiance. Pourtant, en le regardant, elle vit qu'il ne disait pas cela avec agressivité ou arrogance. Il avait l'air sincère, brisé. « J'ai mis ma fille en danger pour quelqu'un qui n'est même pas capable de me dire qui il est vraiment. Je n'ai jamais voulu vous mettre en danger, ni toi, ni Manon. » Le silence s'installa pesant. Claire soupira et s'éloigna vers la chambre. Elle avait besoin de s'isoler, de réfléchir. Mais même dans le calme relatif de cette pièce, les voix se mêlaient dans son esprit. Camille, les regards des voisins, la peur sourde de faire une erreur irréparable. Et cette impression persistante qu'Alexandre n'était pas un homme ordinaire, qu'il portait quelque chose en lui, quelque chose qu'il tentait de cacher à tout prix. Dans les jours qui suivirent, la méfiance s'intensifia. Claire sentit les regards peser dans la cage d'escalier. Les conversations s'arrêtaient dès qu'elle apparaissait. Même la boulangère où elle travaillait lui posa une question en apparence innocente, mais dont le sous-entendu était clair. « Vous avez de la visite ces temps-ci » Elle se contenta de sourire poliment, mais son estomac se noua. Camille, de son côté, lui envoya plusieurs messages, toujours empreints d'inquiétude. Elle proposa même de garder Manon le temps que la situation se clarifie. Claire refusa sèchement. Elle n'acceptait pas qu'on remette en cause sa capacité à protéger sa fille. Mais au fond, elle savait que Camille n'avait pas entièrement tort. Le soir, alors que Manon dormait profondément, Claire et Alexandre dînaient en silence. Il avait proposé de cuisiner et elle avait accepté, épuisée. Le plat était simple mais bien préparé. Une preuve de plus que cet homme, d'apparence sans repère, avait reçu une éducation soignée. « Tu n'as jamais cuisiné comme quelqu'un qui a tout perdu » lança-t-elle, presque sans le vouloir. Il leva les yeux vers elle, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que tu n'agis pas comme un homme à la rue, tu as des manières, tu sais faire la cuisine, tu parles plusieurs langues, tu t'exprimes bien. Tu n'es pas un vagabond, Alexandre. Qui es-tu vraiment ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, après un long moment de silence, « Je ne suis pas celui que je parais. Mais je ne suis pas non plus un danger. Je te le jure. Tu ne peux pas juste dire ça et penser que ça suffit. Non, mais je peux te demander encore un peu de temps. Je te dirai tout. Mais pas encore. Laisse-moi me remettre. Juste quelques jours de plus. » Claire voulut protester, exiger des réponses immédiates. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas prête non plus à entendre ce qu'il avait à dire. Parce qu'une fois qu'il parlerait, les choses changeraient. Et peut-être que ce serait pour le pire. Alors, à contre-cœur, elle acquiesça. Mais une partie d'elle restait sur ses gardes. Car même si elle ne croyait pas au danger immédiat, elle sentait que la vérité, elle, allait tout bouleverser. Le lendemain matin, Claire se leva tôt, bien avant que le réveil ne sonne. L'anxiété avait remplacé le sommeil. Alors que le jour peinait à se lever, elle restait assise à la petite table de la cuisine, une tasse de café refroidie entre les mains. Le silence de l'appartement était presque oppressant. Alexandre dormait encore dans le salon.
et Manon, roulée en boule dans son lit, respirait doucement. Tout paraissait normal en surface, mais l'esprit de Claire était en ébullition. Depuis leur première rencontre, Alexandre n'avait pas fait un seul faux pas, pas un geste déplacé, rien d'alarmant. Et pourtant, quelque chose ne collait pas. Elle ne pouvait plus ignorer les petits détails qui, mis bout à bout, dessinaient un tableau bien différent de celui qu'il prétendait incarner. Ce matin-là, en préparant un sac pour l'école de Manon, Claire aperçut Alexandre assis à la table, un livre à la main, un roman en anglais. Pas un livre de poche quelconque, mais une édition reliée, soignée, au papier épais, appartenant à la modeste collection que Claire conservait dans une caisse, bien rangée sur une étagère haute, hors de portée de Manon. Elle-même n'ouvrait ses livres que rarement, par manque de temps. Lorsqu'elle lui demanda s'il aimait la lecture, il répondit sans détour qu'il avait étudié la littérature anglaise et allemande pendant ses jeunes années. La réponse, lâchée avec naturel, laissa Claire interdite. L'homme affirmait n'avoir rien, être seul, sans identité, mais il parlait avec précision de Shakespeare, Goethe et même de certaines pièces de théâtre russes, citant des passages en version originale. Peu de gens possédaient ce type de culture, encore moins ceux qui prétendaient avoir vécu dans la rue. Plus tard dans la journée, alors que Claire nettoyait le salon, elle tomba sur une feuille pliée en deux, glissée entre les coussins du canapé. Elle hésita, puis l'ouvrit. C'était un croquis, fait au crayon représentant la façade de l'immeuble où ils habitaient. Le dessin était minutieux, précis, réalisé avec un œil formé aux perspectives et aux proportions. Elle resta figée, observant les moindres traits. Alexandre n'était pas seulement cultivé, il savait dessiner avec une maîtrise professionnelle. Ce n'était pas un simple passe-temps, c'était une compétence, une de plus. Au dîner, elle décida de tester une hypothèse. Elle apporta une bouteille de vin rouge que Camille lui avait offerte plusieurs mois auparavant et qu'elle gardait dans un placard. Elle la posa sur la table sans rien dire, observant la réaction d'Alexandre. Il regarda l'étiquette, puis, sans forcer le ton, se permit une remarque sur l'appellation, le cépage, la particularité de l'année. Il parlait avec aisance, sans se vanter, mais avec l'aisance de ceux qui avaient grandi dans un monde où ce genre de connaissances était monnaie courante. Claire, qui avait connu assez d'hommes pour reconnaître un imposteur, savait que ce genre de discours ne s'improvisait pas. Ce qu'il disait, il l'avait appris quelque part, dans un cadre structuré, cultivé, élitiste. « Tu t'y connais en vin ?» demanda-t-elle, la voix neutre. « Mon père avait une cave impressionnante. Il m'a appris à déguster dès mon adolescence, » répondit-il simplement. Elle hocha la tête. Encore une fois, une réponse qui soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Pourquoi un homme issu d'un tel milieu se retrouverait-il sans rien, sous un lampadaire dans un quartier populaire de Lyon, sans téléphone, sans argent, sans personne à appeler? Il y avait un gouffre entre ses compétences et son histoire officielle. Les jours suivants confirmèrent les soupçons de Claire. Alexandre aidait parfois Camille ou d'autres voisins âgés. En une semaine, il avait réparé une serrure, réajusté une tringle à rideaux et même conseillé une locataire sur la rénovation de son parquet. Partout où il passait, il laissait une impression de compétence et de calme. Mais il restait discret, évitant les discussions personnelles, changeant de sujet dès que la conversation effleurait son passé. Claire, de son côté, observait tout, notant chaque détail. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, Manon les accompagnant avec l'enthousiasme spontané de son âge, Claire posa une question volontairement anodine sur les musées de Lyon. Alexandre évoqua alors spontanément des expositions qu'il avait vues, comparant certaines œuvres avec d'autres conservées à Paris, Berlin ou Londres. Il cita des noms d'artistes contemporains peu connus, analysa brièvement des styles. Claire resta silencieuse, laissant les mots se dérouler. Encore une fois, ce n'était pas de la vantardise. C'était un savoir fluide, maîtrisé, enraciné. Après avoir couché Manon, elle s'assit dans la cuisine et réfléchit longuement. L'image d'Alexandre se recomposait sous ses yeux, morceau par morceau. Elle voyait de moins en moins un homme en détresse et de plus en plus quelqu'un en fuite. Pas de la pauvreté, mais d'un passé structuré, complexe, peut-être même privilégié. La question n'était plus de savoir s'il mentait. Il mentait. La vraie question était « pourquoi ?» Un autre élément lui revint en mémoire. Le matin même, elle avait entendu Alexandre parler en allemand au téléphone, brièvement, alors qu'il croyait être seul. Quand elle était entrée dans la pièce, il avait raccroché rapidement, prétextant une erreur de numéro. Mais elle avait entendu clairement les mots.
et son accent était impeccable, elle en était certaine. Cela confirmait ce qu'il avait laissé entendre à propos de ses études. Mais cela ajoutait aussi à la confusion. Comment un homme éduqué, polyglotte, capable de citer des auteurs, de parler d'œnologie, d'art et de musique classique, se retrouvait-il sans papier, sans identité, sans aucune volonté apparente de sortir de cette situation? Elle décida de ne pas l'affronter ce soir-là. Elle n'avait pas peur, mais elle sentait qu'il fallait attendre le bon moment. La vérité était proche, elle le pressentait. Mais elle voulait qu'il la dise lui-même, sans pression, sans mise en accusation. Parce qu'une chose était certaine, Alexandre cachait bien plus que ce qu'il montrait. Et s'il avait choisi de ne pas partir, de rester là, dans cet appartement minuscule, ce n'était pas un hasard. En regardant Manon s'endormir, Claire sentit son instinct maternel se réveiller avec force. Elle devait comprendre, pour sa fille, pour elle-même. Pas pour juger ni pour punir, mais pour savoir à qui elle avait ouvert sa porte. Car à mesure que les jours passaient, Alexandre n'était plus un simple invité. Il s'infiltrait doucement dans leur quotidien, dans leurs habitudes, dans leur histoire. Et Claire savait que ce genre d'attachement, quand il repose sur des secrets, peut faire plus de mal que de bien. La semaine suivante s'annonçait lourde d'incertitudes. L'appartement modeste de Claire, jusque-là sanctuaire fragile mais rassurant, s'apprêtait à être bouleversé par une intrusion extérieure. Le jour où tout bascula commença comme un matin banal. Manon se pressait en pyjama, son cartable à moitié ouvert dans un coin de la pièce, prête à partir pour l'école. Claire, déjà tendue par les pensées et les doutes qui l'assaillaient depuis plusieurs jours, essayait de dissimuler son inquiétude. L'impression que le monde extérieur se refermait autour d'elle ne faisait que grandir. Elle embrassa sa fille au front, échangea avec douceur des consignes habituelles et s'efforça d'afficher un semblant de sérénité. Mais elle savait qu'elle n'était plus maître de ce foyer, tout pouvait basculer. Elle se dépêcha, sortit Manon pour l'école, puis revint hâtivement vers l'immeuble. Dès la porte franchie, elle entendit des voix d'hommes dans le couloir. Son cœur se serra. Volontiers, elle aurait voulu faire marche arrière, se terrer, mais la peur de paraître faible ou paniquée la fit avancer. Les voix étaient claires. 2 hommes s'entretenaient en bas, en train d'interroger les voisins. Non, ce n'était pas un simple bruit. C'était un séisme. Elle monta les escaliers à petits pas de souris, tenta d'écouter sans être entendue. Les mots lui parvinrent comme des coups de marteau. Alexandre Dubois, disparu. Êtes-vous au courant? Elle crut que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle hésita, l'instinct lui criait de fuir, de se cacher avec Manon chez Camille, ou ailleurs. Mais elle resta. Elle entra dans son appartement, verrouilla la porte, essaya de contenir son souffle court, puis tout se calma. Un bref silence. Peut-être avait-il pris le mauvais palier, mais sa poitrine restait contractée. Elle sentit que l'équilibre fragile qu'elle construisait depuis 2 semaines était sur le point d'exploser. Elle se força à respirer, à penser à Manon. Elle enleva sa veste trempée, ou sèche à cette heure, et essuya ses mains moites sur son pantalon. Elle se sentit observée. Le regard sur elle était à la fois interrogateur et inquiet. Elle fit quelques pas dans le couloir, ses doigts tendus vers la poignée. Elle aurait pu fuir, changer de vie, mais quelque chose la retenait. L'irrésistible question qui l'obsédait depuis plusieurs jours. Qui était vraiment cet homme? Soudain, dans le salon, elle entendit la clé tourner dans la porte d'entrée. Elle crut que son cœur allait s'arrêter. Alexandre entra, calme, air grave. Il referma doucement la porte et ses yeux cherchèrent les siens. Il semblait à la fois plus fort et plus vulnérable que jamais. Les 2 hommes devant l'immeuble le cherchaient. Son nom était désormais public. Il n'était plus un inconnu. Il était devenu l'homme mystérieux que tout le monde connaissait sous son vrai nom. Il posa son manteau, l'enleva presque machinalement comme si chaque geste lui coûtait. Claire ne parla pas. Elle l'observait, le souffle coupé, ses doigts crispés sur le plan de travail. Alexandre la regarda, lisse de calme, aucune colère, mais une lourdeur dans le geste. « Il te cherche ?» Il hocha la tête sans surprise, comme si cela ne l'étonnait pas que son secret perce. Il savait. Et pourtant, il ne rencontra pas la colère, ni l'exigence de répondre. Juste ce regard désarmé de femme prise au piège entre l'empathie et la peur. « Je suis désolé. Ce n'est pas toi que je blâme, » dit-il d'une voix douce. « Mais c'est arrivé. » Elle comprit alors l'ampleur de la situation.
Ce n'était plus un simple mensonge bien caché, c'était une fausse transparence. Le monde extérieur venait de frapper à la porte et le masque tombait. Elle se força à parler. « Que vont-ils faire ?» Il soupira, se massa les tempes. « Je ne sais pas, peut-être rien, ou tout. Je prends un risque énorme. Pour toi, pour Manon, j'ai besoin de toi. » Les mots collèrent dans l'air, lourds de conséquences. La simple phrase disait tout. Il avait besoin d'elle, non pour sauver son assiette, ni pour recouvrer sa dignité. Pour être accueilli, entendu, sauvé, ce requête silencieuse exposait plus que n'importe quelle confidence. Elle savait intuitivement qu'elle devait prendre une décision. En silence, elle posa une main tremblante sur son bras. « Je suis là. » Elle ne promit rien d'autre, mais les mots étaient puissants. Le temps suspendit sa course, l'espace de quelques battements de cœur, et elle comprit qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus jamais comme avant. Les murs de leur petite vie basculaient, fragiles, fragilisés. Et la suite était incertaine, mais inéluctable. Ce soir-là, après le départ précipité des deux hommes qui avaient interrogé le voisinage, Claire referma la porte de l'appartement d'un geste lent et contrôlé. Elle savait qu'il ne servait plus à rien de repousser l'inévitable. Le moment qu'elle redoutait autant qu'elle le désirait venait enfin d'arriver. Alexandre, assis sur le bord du canapé, les coudes posés sur les genoux, fixait un point invisible devant lui. Il avait ôté ses chaussures, laissé son manteau pendre sur le dossier d'une chaise, comme s'il rentrait d'une journée ordinaire. Mais rien dans cette journée n'avait été ordinaire, et rien ne le serait plus. Claire s'assit à son tour à quelques pas de lui. Elle ne voulait pas briser le silence, mais elle ne pouvait pas non plus supporter l'attente. Il devait parler. Elle ne lui poserait plus de questions, il n'y aurait pas d'ultimatum. S'il décidait de parler, ce serait parce qu'il le voulait. Elle ne lui devait rien, mais elle lui avait déjà offert l'essentiel, le temps. À lui maintenant de rendre les choses claires. Alexandre passa une main sur son visage, se redressa et tourna enfin la tête vers elle. Son regard avait changé. Plus de fuite, plus de peur, seulement une fatigue profonde, mêlée de résolution. « Je m'appelle Alexandre Dubois », dit-il d'une voix basse mais ferme. « Et oui, ce sont bien eux qui me cherchent. » Claire hocha la tête en silence. Elle attendait la suite. « Je ne suis pas un vagabond, ni un homme sans attache. Je suis l'unique héritier de la chaîne hôtelière Dubois & Associés. Mon père, Philippe Dubois, a fondé l'entreprise il y a 40 ans. Aujourd'hui, elle possède des établissements dans 9 pays. J'ai grandi dans ce milieu-là. Luxe, stratégie, apparence. Dès mon adolescence, on m'a préparé à prendre la relève. On m'a appris à parler plusieurs langues, à négocier, à ne jamais montrer mes faiblesses. J'ai fait les meilleures écoles. J'ai voyagé dans les plus grands hôtels du monde. Et pourtant, il s'arrêta, inspira profondément, comme s'il devait reprendre son souffle avant de plonger plus profondément dans le récit. Ce monde m'a détruit, pas d'un seul coup, lentement, par les pressions, les attentes, les trahisons. Mon père était un homme exigeant, dur, qui ne tolérait ni l'échec ni les sentiments. Ma mère est morte jeune. J'ai été élevé entre gouvernantes et hôtels. J'ai appris à sourire sans ressentir, à répondre sans dire, et à survivre dans un univers où l'image vaut plus que l'âme. Il serra les poings, puis les desserra. L'an dernier, j'ai découvert que mon associé, l'homme à qui je confiais les décisions pendant mes déplacements, me trahissait depuis des mois. Il détournait de l'argent et pire encore, il était en lien avec un groupe d'investisseurs qui voulaient faire pression sur moi pour vendre. Il avait infiltré l'entreprise en profondeur avec l'aide de cadres que je croyais loyaux. Quand j'ai voulu dénoncer, mon père m'a désavoué. Il disait que je n'avais pas su contrôler mes équipes, que j'avais sali le nom de la famille. Il m'a humilié publiquement, devant les actionnaires. Claire l'écoutait sans bouger. Chaque mot résonnait avec une gravité froide. Elle n'aurait jamais imaginé une histoire pareille derrière cet homme silencieux qu'elle avait trouvé sous la pluie. J'ai craqué, j'ai tout quitté, j'ai coupé mon téléphone, laissé mes papiers, ma voiture, mes cartes. Je voulais disparaître, pas pour fuir la justice, pas pour me cacher d'un crime, pour m'éloigner de tout ce qui faisait de moi un homme fabriqué. Ce soir-là, à Lyon, j'ai marché des heures, j'étais vidé. Et la pluie, elle a été comme un point final. Il se tourna vers elle. Puis tu es arrivé. Tu m'as tendu une main sans me demander qui j'étais, sans rien attendre. Tu m'as offert un abri, une chaise, un repas. Tu m'as parlé avec honnêteté.
C'était la première fois depuis des années que je n'étais pas regardé comme un portefeuille ou un héritier. J'ai voulu te dire la vérité, dès le début, mais je n'en étais pas capable. Je me suis accroché à cet anonymat comme à un refuge. Claire resta un moment sans répondre. Les mots d'Alexandre s'imprimaient lentement dans son esprit. Chaque détail trouvait une place dans le puzzle qu'elle avait tenté de reconstituer ces dernières semaines. Son regard, ses manières, sa culture, son silence. Tout devenait limpide, mais la question restait entière. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Alexandre la regarda longtemps. Il n'avait pas toutes les réponses. Il le savait, mais il avait cessé de fuir. Je ne veux pas retourner là-bas. Pas pour l'instant. Je dois comprendre qui je suis, loin de tout ça. Mais je sais que ma fuite a eu des conséquences. La presse, les partenaires, la réputation de l'entreprise. Je ne peux pas rester caché éternellement. Tu vas les affronter? J'avais devoir, mais pas seul, pas comme avant. Claire comprit l'implicite. Il lui demandait de rester à ses côtés, pas comme une alliée d'affaires, mais comme quelqu'un de réel, d'humain. Quelqu'un qui avait vu en lui autre chose qu'un nom ou un titre. « Je ne suis pas ton refuge », dit-elle doucement. « Et je ne veux pas que ma fille soit mêlée à quelque chose qui pourrait nous détruire. Je ne te demande pas ça. Je veux seulement que tu saches que tu es la seule personne en qui j'ai eu confiance depuis longtemps et que je ne l'oublierai jamais. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Claire se leva, alla vérifier que Manon dormait toujours, puis revint s'asseoir à ses côtés. « Demain, on réfléchira, ensemble. Mais pour ce soir, repose-toi. Tu en as besoin. » Il hocha la tête, visiblement soulagé. Le plus difficile était fait. Il avait parlé. Et dans cette vérité, aussi lourde fût-elle, quelque chose venait de naître, une possibilité de recommencement. Claire, malgré tout, sentait que l'avenir serait encore semé d'épreuves. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de tenir les rênes de son propre destin. La vérité d'Alexandre, aussi sincère fût-elle, n'avait pas le pouvoir magique d'effacer les conséquences de son passé. À peine quelques jours après ses aveux, les premières secousses vinrent troubler la relative paix que Claire avait réussi à préserver dans son petit appartement. Le matin où tout éclata réellement, elle fut réveillée non pas par le réveil, ni par les pas de Manon dans le couloir, mais par les éclats de voix venant de la rue. Des voix agitées, des moteurs tournant au ralenti, des bruits de flash photographiques. En ouvrant les volets, elle vit ce qu'elle redoutait. Une voiture noire aux vitres teintées garée devant l'immeuble, un homme parlant au téléphone et deux autres discutant avec un voisin du rez-de-chaussée. À une dizaine de mètres, une équipe de télévision semblait s'installer, micros en main, caméra sur trépied. Le cœur de Claire se serra. Elle referma précipitamment les volets et alla dans le salon, où Alexandre dormait encore. Elle posa une main sur son épaule. Il se réveilla en sursaut. « Ils sont là », dit-elle simplement. Il comprit immédiatement. Il ne demanda pas qui, il savait. Il se leva sans un mot et alla voir par une fente entre les rideaux. Son visage se referma. « Des journalistes », souffla-t-il, « et pas n'importe lesquels. Ceux qui vivent des scandales. » Claire s'effondra sur la chaise, les mains dans les cheveux. Tout ce qu'elle avait redouté devenait réel. Son anonymat, sa tranquillité, la sécurité de Manon, tout volait en éclats. Elle se leva brusquement, alla dans la chambre de sa fille, encore paisible dans son sommeil. Elle referma la porte doucement, puis retourna dans la cuisine. « Je n'ai rien à voir avec leur monde, Alexandre. Et voilà qu'ils campent devant chez moi. Les voisins vont parler, ils parlent déjà. Et Manon, elle ne comprendrait pas. Je suis désolé, murmura-t-il. Mais les excuses ne suffisaient pas. Ce matin-là, en sortant pour conduire Manon à l'école, Claire dut faire face à une nuée de questions, de caméras pointées vers elle, de flashs aveuglants. Elle garda la tête baissée, ne répondit à rien, serra la main de sa fille plus fort que d'habitude. Elle croisa le regard de Camille, postée à sa fenêtre. Sa voisine lui lança un regard inquiet, mais cette fois sans jugement. Le visage de Claire était marqué par la tension. En rentrant, elle trouva une lettre coincée sous la porte. Un avertissement du propriétaire de l'appartement. Le ton était sec, presque menaçant. Il faisait état de désordres inacceptables, de nuisances médiatiques, et concluait par une mise en demeure de régularisation de la situation sous 7 jours, sans quoi une procédure d'expulsion serait engagée. Claire resta debout, lettre en main, incapable de parler. Ce qu'elle redoutait le plus, perdre son toit, prenait forme. Elle posa la feuille sur la table, regarda Alexandre. « Tu vois ce que ça me coûte? Tu vois où ça nous mène ?» Il resta silencieux.
Ce n'est pas ton monde qui me détruit, Alexandre. C'est le mien, que j'ai mis en jeu en te laissant entrer. Et maintenant, je suis seul face à ça. Tu n'es pas seul, répondit-il, mais sa voix manquait de force. Non? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir là dehors, leur parler? Tu vas dire que cette femme qui t'a recueilli ne t'a rien demandé, ne savait rien, parce que c'est la vérité. Je vais parler, promit-il, mais pas aujourd'hui, il faut que je prépare ça. Tu crois que j'ai une semaine? Tu crois que les voisins vont me défendre? Le propriétaire veut nous expulser. Elle se leva brusquement, prit son manteau, attrapa ses clés. Je vais chez Camille. J'ai besoin de souffler. Elle claqua la porte, laissant Alexandre seul dans l'appartement. Elle marcha sans réfléchir, dépassa les journalistes sans répondre, ignora les murmures des voisins. Une fois dans l'appartement de Camille, elle éclata en larmes. Son ami la serra contre elle, sans un mot. Elle savait. Elle ne posa aucune question. « Je vais tout perdre », murmura Claire. « Non, pas tant que tu tiendras debout. Ils ne s'arrêteront pas. Et Manon ne comprendrait pas pourquoi on doit partir, pourquoi on nous regarde comme si on avait volé quelque chose. » Camille la rassura, lui proposa de rester quelques jours chez elle si nécessaire. Mais Claire savait qu'il fallait affronter la tempête, pas la fuir. Après 1 heure, elle rentra. Alexandre était toujours là, assis, le regard perdu dans le vide. « J'ai appelé mon ancien avocat, » dit-il. « Il veut que je parle publiquement, que je dise la vérité, toute la vérité. Tu es prêt à faire ça? Je n'ai plus le choix, et je ne peux pas te laisser porter ce poids à ma place. » Claire ne répondit pas. Elle s'assit face à lui. Elle ne savait pas si elle pouvait encore lui faire confiance, mais elle savait qu'elle ne supporterait pas de vivre dans la peur. Pas pour elle, pas pour Manon. Et Alexandre, quoi qu'il ait été, était maintenant impliqué dans leur vie. Il devait agir. Le soir venu, elle sentit que tout le quartier parlait d'eux. Leurs volets restaient clos. Les téléphones sonnaient sans réponse. Les réseaux sociaux s'agitaient. Son prénom commençait à apparaître dans certains articles. Son visage flou, sa silhouette filmée en allant à l'école, devenait un objet d'interprétation. Une simple femme devenue malgré elle la gardienne d'un secret. Une inconnue devenue celle qui hébergeait un millionnaire en fuite. Et Claire, au milieu de ce chaos, ne pensait qu'à une chose, protéger Manon. Rien d'autre n'avait d'importance. Pas l'argent d'Alexandre, pas son nom, pas sa réputation, seulement sa fille. Elle comprit qu'elle devait rester forte, droite, sans céder à la panique. Mais au fond, elle savait que la prochaine décision d'Alexandre changerait tout, en bien ou en mal. Alors que Claire commençait à se préparer à affronter l'exposition médiatique provoquée par la présence d'Alexandre dans sa vie, elle ne se doutait pas que les véritables complications ne viendraient pas uniquement des caméras ou des articles de journaux. Le monde extérieur, brusquement envahi par les projecteurs et les micros, était déjà difficile à supporter. Mais ce fut son propre passé, celui qu'elle pensait avoir laissé derrière elle depuis des années, qui revint frapper avec brutalité à sa porte. Tout commença par une lettre, un pli discret glissé dans la boîte aux lettres, une enveloppe blanche, sans logo, sans timbre apparent, juste son nom inscrit à la main avec une écriture qu'elle reconnut immédiatement. Claire sentit ses doigts se crisper autour du papier. Cela faisait presque 6 ans qu'elle n'avait pas vu cette écriture et encore plus longtemps qu'elle ne l'avait confrontée. Julien. Elle monta les escaliers lentement, le cœur lourd. Une fois dans l'appartement, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre courte, directe. Julien annonçait son intention de demander la garde de Manon. Il écrivait qu'il avait pris connaissance de la situation actuelle à travers les médias et estimait que sa fille vivait désormais dans un environnement instable, potentiellement dangereux. Il avançait qu'en tant que père biologique, il était en droit d'intervenir pour garantir la sécurité de l'enfant. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le visage de Manon, ses boucles blondes, son rire fragile, son sommeil paisible, tout cela menaçait d'être arraché par un homme qui n'avait jamais manifesté d'intérêt pour sa fille, sauf peut-être au moment de la conception, avant de disparaître aussi vite qu'il était apparu. Elle s'effondra sur le canapé. Alexandre, en voyant son visage blême, la rejoignit immédiatement. Elle lui tendit la lettre sans un mot. Il la lut, fronça les sourcils et reposa doucement le papier sur la table. « Il ne peut pas faire ça, murmura-t-il. Il est le père de Manon. Il a des droits, Alexandre, même s'il ne les a jamais exercés, même s'il ne l'a jamais vue. Il peut lancer une procédure. Et maintenant, avec cette histoire, avec les médias,
Les gens devant chez moi, les photos. Il a un dossier en or. Tu n'es pas seul. On peut se défendre. Toi, tu vas te battre pour moi? Devant un juge? Tu crois qu'ils vont écouter un héritier en fuite, sans adresse, sans stabilité qui a dormi sur mon canapé? Elle se leva, en colère, non pas contre Alexandre, mais contre la violence de la situation. Elle sentait que la réalité l'étranglait peu à peu. Elle n'avait pas peur pour elle, elle avait peur pour sa fille. Car dans ce monde fait de jugements, de perceptions erronées et de rumeurs, une mère seule et précaire partait toujours avec un handicap. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec une assistante juridique de l'association locale. Elle y alla seule. Elle ne voulait pas qu'Alexandre l'accompagne. Elle avait besoin d'entendre sans interférence ce que disait la loi. La jeune femme qui la reçut fut polie, mais son ton était formel. Si le père de l'enfant demande la garde, ou même une garde partagée, il faudra démontrer qu'il ne représente pas un intérêt supérieur pour l'enfant. L'exposition médiatique, même si vous n'en êtes pas responsable directement, pourrait être utilisée pour justifier son inquiétude. Et s'il est dans une situation plus stable financièrement, cela jouera aussi. Claire rentra brisée. Pour la première fois, elle se sentit réellement impuissante. Ce n'était pas un combat contre des inconnus, contre des juges lointains ou des journalistes agressifs. C'était un combat contre un homme qu'elle connaissait. Un homme qui, sans scrupule, revenait réclamer une enfant qu'il n'avait jamais aimée, uniquement parce que l'occasion se présentait. Quand elle raconta tout à Alexandre, il écouta en silence. Puis, d'une voix posée, il lui dit « Tu ne dois pas te battre seul, pas cette fois. Que veux-tu faire? Tu n'es même pas censé être là. C'est justement pour ça que je dois parler. Je dois assumer ma présence ici, rétablir la vérité publiquement. Ce n'est pas toi qui dois en payer le prix. » Claire le regarda longuement. Elle savait qu'il disait la vérité. Mais cela signifiait le précipice. Cela signifiait que leur histoire, déjà fragile, allait être exposée au grand jour et qu'elle allait perdre le dernier rempart de tranquillité qui lui restait. « Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière, Alexandre. Je le sais. Et tu es prêt? Je ne peux pas laisser Manon être utilisée comme un prétexte. Elle ne mérite pas ça. Toi non plus. » Elle ne répondit pas tout de suite. Le silence qui s'installa entre eux était lourd mais pas vide. C'était un silence de décision, un silence de frontière franchie. Quelques jours plus tard, Claire reçut une convocation du tribunal. Julien avait bien engagé une procédure. L'audience préliminaire aurait lieu dans 2 semaines. Elle lut et relut la lettre. Le nom de Julien imprimé sur le document lui donna la nausée. Elle se sentit nue, vulnérable, comme si tout ce qu'elle avait construit avec tant d'efforts allait être disséqué, jugé, puis effacé. Ce soir-là, elle alla s'asseoir au pied du lit de Manon. La petite dormait déjà, la respiration lente, un bras jeté au-dessus de sa tête. Claire resta là longtemps, les yeux fixés sur ce visage paisible. Elle se promit une chose, elle ne laisserait jamais personne lui arracher sa fille. Ni la justice, ni les journalistes, ni un père qui n'avait jamais voulu jouer ce rôle. Et elle savait qu'Alexandre, malgré ses erreurs, serait à ses côtés, parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. Le lien entre une mère et son enfant n'est pas négociable. Il ne dépend ni d'un nom, ni d'un compte bancaire, ni d'un jugement hâtif. C'est un lien forgé dans les nuits sans sommeil, dans les repas partagés, dans les histoires racontées à la lueur d'une veilleuse. Et ce lien, Claire allait le défendre jusqu'au bout. Le jour suivant les révélations judiciaires, l'atmosphère dans l'appartement de Claire était lourde d'incertitude. À la lueur défaillante d'un lampadaire, les ombres dansaient contre les murs décrépits, rappelant combien la frontière entre protection et exposition pouvait être ténue. Claire se tenait debout, près de la fenêtre, regardant les flaques refléter les rares lumières de la rue. Elle tenait dans les mains le document officiel lui annonçant la date de l'audience. Elle sentait le cœur de Manon battre doucement contre elle, comme si sa fille pressentait déjà la tempête. Elle n'était pas seule, mais la solitude de cette situation lui pesait comme un fardeau que rien ne pourrait alléger. Alexandre, pour sa part, préparait son intervention publique. Son ancien avocat, officiellement repêché dans le dossier familial, lui avait conseillé de dévoiler la vérité, de manière authentique, sans fioriture, dans une tentative de calmer les ardeurs de la presse et de rééquilibrer la perception publique. Il devait expliquer son long isolement, l'effondrement personnel qui l'avait poussé à fuir ce monde qu'il n'appelait plus le sien, et défendre la légitimité de l'abri que lui avait offert Claire. À vrai dire,
C'était aussi un moyen de prouver qu'il n'était pas le prédateur que certains, dans leur ignorance, commençaient à imaginer. Le soir venu, après avoir couché Manon, Claire et Alexandre se retrouvèrent dans le petit salon. Les rideaux étaient tirés, les volets clos, mais rien ne rendait l'endroit sûr. Les murs vibraient encore des rumeurs et des portes entr'ouvertes du quartier. Elle lui servit une tasse de thé, la main légèrement tremblante. Il prit la tasse sans un mot, comme s'il en connaissait déjà la saveur. « Demain matin, je ferai une déclaration », commença-t-il d'une voix calme, mais résolue. « Je veux raconter mon histoire, tout ce que je n'ai jamais osé dire. Je veux dire que je n'ai fui que pour ne pas casser ce que j'aimais encore. » Claire hocha la tête, les yeux humides. « Et moi, où est-ce que je suis dans ton récit ?» Alexandre leva les yeux vers elle, comme s'il voyait ses yeux pour la première fois. « Tu ne fais pas partie d'un récit. Tu es une de mes vérités. La seule chose que je veux sauver, c'est vous. Je ne peux plus me dérober, et je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Le silence envahit la pièce, plus dense que la pluie qui grondait dehors. Quelques instants plus tard, il reprit « Demain, devant les micros, devant les caméras, je dirai ceci. Je suis Alexandre Dubois, héritier d'une chaîne hôtelière importante. Je suis parti parce que le monde que je connaissais m'a détruit. J'ai fui, non pas pour fuir des responsabilités, mais parce que je ne pouvais plus vivre sous cette façade. J'ai trouvé un refuge sincère, un abri où l'on ne me regardait pas comme un titre ou un privilège. Un refuge humain. Ce refuge, c'est Claire, et je ne le regrette pas. Je la remercierai publiquement d'avoir été la seule à me tendre la main sans rien demander en retour. » Claire sentit son souffle se briser. Les mots étaient magnifiques, puissants, mais aussi terriblement fragiles. Elle ne savait pas ce que cela donnerait quand le monde écouterait. Elle ne savait pas si la presse accepterait cette version ou si cela reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore. Mais elle savait que sa vie était désormais liée à cette décision. Pour Manon, pour elle-même, pour cet homme qui lui avait redonné la dignité. Le lendemain matin, ils se rendirent ensemble au lieu choisi, une petite salle sobre, où quelques micros et caméras attendaient à l'extérieur. Alexandre prit une profonde inspiration, posa une main sur l'épaule de Claire, qui serra les lèvres pour contenir ses émotions. Il entra. Le monde public l'attendait. Lorsque les phrases qu'il avait répétées la veille franchirent ses lèvres, tout l'édifice fragile qu'il avait bâti sembla s'élever dans l'air, porté par la sincérité. Dans cette déclaration, il y avait un aveu, une demande de pardon, mais aussi une promesse de revenir à soi, d'assumer enfin sa vie comme homme, pas comme héritier. Il reconnut publiquement sa dette envers Claire, son courage, et défendit le lien de confiance qu'elle avait incarné. Il conclut en appelant à la bienveillance, à l'humanité et à la vérité, sans masque. Quand il sortit, Claire le trouva les yeux brillants, mais le regard apaisé. Elle crut percevoir dans le ciel voilé de novembre une éclaircie. Ainsi se clôt la partie 10, un moment charnière où la vérité, enfin libérée, réécrit leur destin. Les jours qui suivirent la déclaration d'Alexandre Dubois furent marqués par un changement d'atmosphère presque palpable. Ce qui avait commencé comme un scandale relayé par des médias avides de drame devint peu à peu une histoire humaine, touchante, difficile à ignorer pour ceux qui avaient encore un peu de discernement. Les mots qu'il avait prononcés, clairs, sincères, sans mise en scène, avaient circulé à une vitesse vertigineuse, repris sur les plateaux de télévision, analysés dans les tribunes d'opinion, partagés sur les réseaux sociaux. L'homme autrefois invisible, puis traqué, devenait soudain une figure complexe, déchue mais digne. Et à ses côtés, Claire, jusque-là reléguée au rôle de simple silhouette en arrière-plan, devenait un symbole inattendu. Claire ne s'attendait pas à cette bascule. Lorsqu'elle sortit dans la rue 2 jours après la conférence de presse, elle s'attendait à devoir affronter les regards accusateurs, les murmures, les commérages. Elle fut surprise de croiser des sourires, de recevoir des mots d'encouragement de certains voisins. Même Madame Pujol, d'ordinaire si méfiante, lui adressa un discret « Vous avez été courageuse ». Camille, quant à elle, débarqua chez elle avec un gâteau fait maison, chose qu'elle ne faisait que dans les grandes occasions. « Je l'ai regardé », dit-elle en s'asseyant dans la petite cuisine. « Il n'a pas lu un discours, il parlait vraiment. Et il t'a nommé, il t'a défendu. Tu sais que c'est rare, ça, un homme qui prend ses responsabilités publiquement comme ça ?» Claire, encore sous le choc de cette nouvelle dynamique, hocha la tête sans trop savoir quoi répondre. Elle avait peur d'y croire trop vite, peur que cet élan ne soit que temporaire, une mode parmi d'autres, balayée au moindre faux pas.
Mais les signes étaient au clair. La presse changea de ton. Les titres sensationnalistes furent remplacés par des portraits nuancés. On parlait désormais de « l'homme d'affaires en quête de rédemption », de « la boulangère au grand cœur », de « la force des liens humains face à la solitude moderne ». Plusieurs journalistes demandèrent à interviewer Claire, mais elle refusa. Elle n'avait pas besoin d'expliquer ses gestes. Elle les avait vécus, pas mis en scène. Et elle avait Manon à protéger, avant tout. Ce retournement d'opinion publique eut un impact immédiat sur la procédure judiciaire lancée par Julien. L'avocat commis d'office de Claire lui annonça que le dossier de la partie adverse avait perdu en crédibilité. Les juges, alertés par la couverture médiatique, avaient demandé des preuves concrètes de l'engagement paternel de Julien. Or, il n'y en avait aucune. Pas de pension versée, pas de visite, pas de lettre. Rien que son ADN et une tentative opportuniste de récupération. L'affaire ne serait pas classée sans suite immédiatement, mais les chances d'obtenir la garde exclusive pour Julien devenaient presque nulles. Claire sentit un poids s'alléger. Pas entièrement, car la peur restait tapie quelque part, mais suffisamment pour respirer plus librement. Elle reprit son travail à la boulangerie avec plus de sérénité. Les clients, auparavant distants, engageaient la conversation, demandèrent de ses nouvelles, glissaient parfois un petit mot gentil. L'un d'eux lui offrit même un dessin de sa fille, représentant Claire avec un parapluie sous la pluie, protégeant un homme en costume. Elle garda le dessin sur le frigo. Alexandre, de son côté, avait repris contact avec quelques personnes de confiance dans son entourage professionnel. Son père, pourtant silencieux pendant toute sa disparition, avait envoyé un message bref, presque froid mais sans hostilité. Il écrivait « Tu as fait ton choix, il te définit ». Pour Alexandre, ce message signifiait bien plus qu'une simple phrase. C'était une reconnaissance implicite de son autonomie. Il n'attendait plus d'approbation, mais il n'était plus non plus dans la fuite. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, Claire, Alexandre et Manon la petite demanda, avec la candeur de ses 6 ans, « Il va rester, Alexandre ? Ou il va repartir dans ses hôtels ?» La question, aussi simple soit-elle, résonna longtemps après que Manon fut couchée. Claire laissa passer quelques minutes avant d'oser la reformuler à haute voix. « Et toi ? Tu comptes rester ? Ou tu vas reprendre ta vie d'avant ?» Alexandre prit le temps de réfléchir. Il regarda la table, les assiettes à moitié vides, le pain qu'il avait lui-même coupé, la tasse de Manon encore pleine de lait froid. « Je ne peux pas redevenir ce que j'étais. Ce monde ne me correspond plus. Mais je ne veux pas non plus me contenter de survivre comme je l'ai fait ces dernières semaines. Je pense que je pourrais créer autre chose, quelque chose de neuf, inspiré par ce que j'ai vu ici, par toi. » Claire fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai commencé à écrire une idée, un projet, un lieu d'accueil, pas un hôtel de luxe, un espace pour les femmes comme toi, mères seules, travailleuses, oubliées, un lieu de repos, de soutien, de réinvention. Ce ne serait pas de la charité, ce serait une entreprise mais avec une mission sociale réelle. Elle le fixa sans un mot. Elle n'aurait jamais imaginé que ce chaos mènerait à une proposition pareille. « Tu veux que je t'aide ? Pas pour faire joli, pas comme assistante. Je veux que tu m'aides à le penser, à le concevoir. Tu sais ce dont ces femmes ont besoin. Moi, je peux trouver les financements. Toi, tu peux donner du sens. » Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il n'était pas pesant. Il était fertile. Claire se leva, alla éteindre la lumière de la cuisine, puis revint s'asseoir. « On en reparlera demain, mais merci de me demander. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle dormit profondément. Et au réveil, le monde n'avait pas changé. Mais elle, oui. Le mois de décembre s'installa sur Lyon avec une lenteur glacée. Le ciel, bas et laiteux, semblait peser sur les toits humides. Dans l'appartement de Claire, pourtant, un sentiment de renouveau flottait. Malgré les incertitudes encore pendantes, les papiers d'audience, les décisions en attente et les appels de journalistes curieux, quelque chose d'essentiel avait changé. Claire se réveillait chaque matin avec une conscience aiguë de ses choix, et pour la première fois depuis des années, ces choix ne semblaient plus dictés par la survie immédiate, mais par une possibilité réelle d'avenir. Alexandre, fidèle à sa parole, avait commencé à esquisser son projet. Il passait ses journées entre appels, rédaction de dossiers, recherches administratives et réunions avec d'anciens partenaires retrouvés. Mais il ne s'isolait plus comme avant. Il partageait chaque étape avec Claire,
lui lisait ses notes, lui montrait les maquettes des espaces qu'il imaginait, l'écoutait attentivement lorsqu'elle pointait des détails pratiques auxquels il n'avait pas pensé. Elle, avec sa connaissance du terrain, sa lucidité de mère, son expérience des besoins réels des femmes seules, devenait peu à peu le cœur du projet. Il ne s'agissait pas de charité ni de promesses creuses. Le concept était clair, un établissement hybride entre hôtel social et lieu de transition, destiné aux femmes en situation précaire, principalement des mères célibataires. L'objectif était d'offrir un logement temporaire digne, mais aussi un accompagnement vers l'autonomie, ateliers, garderies, formations, accès à un réseau d'emploi et surtout du respect. Claire avait longtemps hésité avant d'accepter de s'y investir concrètement. Une partie d'elle craignait de perdre ce qu'elle avait reconstruit avec tant de peine. Elle voulait préserver son indépendance, ne pas devenir dépendante d'Alexandre, ni d'un rêve trop beau pour être vrai. Mais lorsqu'il lui proposa un contrat formel, avec un poste de coordinatrice générale, un salaire stable, des horaires compatibles avec la scolarité de Manon, et surtout une réelle autonomie dans les décisions, elle sentit que c'était plus qu'un emploi. C'était une opportunité rare de transformer sa propre histoire en outil pour les autres. Les premières semaines furent intenses. Ils visitèrent plusieurs bâtiments en périphérie de Lyon, discutèrent avec des associations locales, rencontrèrent des architectes. Claire découvrit en elle des ressources insoupçonnées. Elle n'avait jamais dirigé quoi que ce soit, et pourtant, son instinct, sa rigueur, son sens des priorités impressionnèrent plus d'un professionnel. Même Camille, toujours sceptique, finit par admettre que cette aventure semblait plus solide qu'elle ne l'avait imaginé. Manon, de son côté, s'adaptait vite à cette nouvelle dynamique. Elle voyait sa mère sourire plus souvent, la regardait discuter avec Alexandre comme avec un égal et comprenait, à sa manière d'enfant, que quelque chose de profond se construisait. Un jour, elle demanda si elle pourrait avoir une chambre dans le grand hôtel des mamans, comme elle l'appelait. Claire rit, puis la serra contre elle. « Tu auras même le droit de dessiner sur les murs de ta chambre », lui murmura-t-elle, et Manon éclata de rire. Le projet prit forme plus vite que prévu. Une ancienne maison de repos, à l'abandon depuis 5 ans, fut identifiée comme le lieu idéal. Les démarches pour l'acquisition furent accélérées grâce au réseau d'Alexandre et les travaux commencèrent en janvier. Claire s'y rendait presque tous les jours, en bottes et gilets réfléchissant, supervisant les équipes, vérifiant que les espaces prévus pour les enfants seraient lumineux et sécurisés, que les chambres auraient assez de rangement, que la cuisine commune serait fonctionnelle pour les femmes qui souhaiteraient cuisiner elles-mêmes. Alexandre, souvent pris par d'autres obligations, la laissait gérer ces aspects sans intervenir. Il lui faisait confiance, et cela se voyait. Il ne la considérait pas comme une employée, encore moins comme une protégée. Elle était son égale, et cela donnait à Claire une force qu'elle ne soupçonnait pas. Les nuits d'insomnie, les matins passés à courir entre 2 emplois, les mois à compter chaque centime, tout cela n'avait pas disparu, mais cela avait désormais un sens. Elle ne reniait rien de son passé. Elle n'oubliait pas d'où elle venait, ni ce que cela lui avait coûté d'arriver jusqu'ici. Mais elle refusait de laisser ce passé définir ses limites. Ce nouveau chapitre, elle ne le vivait pas comme une réparation, mais comme une extension. Elle n'avait pas été sauvée par un homme riche. Elle avait pris une décision courageuse en tendant la main à un inconnu. Et ce choix avait tout changé pour elle, pour Manon, et désormais pour d'autres femmes qui, comme elle, avaient été oubliées. Au printemps, les premiers panneaux furent installés devant le chantier. La Maison Claire, un lieu pour se relever. Elle n'était pas au courant que ce nom avait été retenu. C'est en passant devant, en rentrant de l'école avec Manon, qu'elle découvrit l'enseigne. Elle resta figée quelques secondes. Puis, les yeux embués, elle serra la main de sa fille. « Pourquoi ton prénom, maman ?» demanda Manon. Claire sourit. « Peut-être parce que j'ai appris à ne plus me cacher. » Elle n'avait pas encore décidé ce que cette nouvelle vie signifierait à long terme. Elle ne savait pas si elle et Alexandre construiraient quelque chose de plus intime, si leur lien dépasserait la gratitude et la confiance pour devenir autre chose. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait désormais un espace à elle, une histoire à raconter et un futur à écrire. Des années avaient repassé depuis cette soirée de pluie où Claire, fatiguée par une journée de travail et noyée dans ses pensées, avait tendu la main à un homme inconnu adossé à un lampadaire. Ce geste, anodin en apparence, avait changé sa vie, celle de sa fille Manon et celle d'Alexandre Dubois. Il ne s'agissait pas d'un conte de fées,
ni d'un miracle, mais d'une succession de choix difficiles, de défis surmontés et d'actes courageux posés dans le silence du quotidien. Aujourd'hui, Claire vivait dans une maison située à la périphérie de Lyon, au cœur d'un petit village calme, entouré de champs et de collines. La bâtisse en pierre, sobre mais chaleureuse, surplombait un vaste jardin, où Manon, désormais âgée de 10 ans, passait ses après-midi à courir, à dessiner à la craie sur les dalles de la terrasse ou à grimper dans le vieux cerisier. La vie s'était installée sans fanfare, mais avec une stabilité qu'elle n'aurait jamais imaginée des années plus tôt. La Maison Claire, le centre d'accueil qu'elle avait cofondé avec Alexandre, fonctionnait depuis maintenant 4 ans. Plus d'une centaine de femmes y étaient passées, chacune avec son histoire, ses blessures, ses enfants, ses espoirs. L'endroit était devenu un modèle d'accueil et de réinsertion sociale. On venait l'étudier, en parler dans les conférences. Mais ce qui comptait pour Claire, ce n'étaient ni les articles dans la presse spécialisée, ni les invitations dans les forums sociaux. Ce qui comptait, c'étaient les regards reconnaissants, les embrassades à la sortie, les lettres anonymes glissées sous sa porte, signées d'un simple prénom. Merci, Claire. Elle dirigeait toujours le centre, mais elle avait réussi à former une équipe solide. Camille, son amie fidèle, y travaillait aussi désormais, responsable de la gestion familiale et des ateliers de parentalité. Elle riait souvent, en se rappelant les débuts, les doutes, les conflits, les nuits sans sommeil. La maison qu'elles avaient rebâtie brique par brique ne reposait pas seulement sur du béton, mais sur une complicité rare entre femmes qui avaient appris à ne jamais baisser les bras. Alexandre, de son côté, avait repris une activité professionnelle plus discrète. Il gérait une fondation privée, finançait des projets sociaux en France et à l'étranger, tout en restant très impliqué dans la Maison Claire. Il évitait les plateaux télé, les interviews, les mondanités. L'homme qui avait un jour dirigé une fortune colossale n'était plus intéressé par la reconnaissance publique. Ce qu'il cherchait désormais, c'était la constance, la vérité des gestes simples, le respect silencieux de ceux qui construisent dans l'ombre. Il vivait avec Claire et Manon dans cette maison, non comme un intrus ou un protecteur, mais comme un membre naturel de ce foyer recomposé. Leur relation, bâtie sur l'écoute, l'évolution, les compromis, n'avait jamais été officialisée par une cérémonie ou des promesses formelles. Ils n'avaient jamais jugé nécessaire de se marier, ni de mettre des mots définitifs sur leur histoire. Ils partageaient un quotidien, une vision, une tendresse solide, et cela leur suffisait. Manon, elle, avait grandi au milieu de cette atmosphère équilibrée. Elle appelait Alexandre par son prénom, mais leur complicité était évidente. Il venait la chercher à l'école, l'aidait à faire ses devoirs, l'écoutait raconter ses rêves. Il était devenu pour elle un repère, une figure masculine fiable, attentive, jamais autoritaire. Claire observait parfois leurs échanges avec émotion. Elle savait que sa fille n'avait pas oublié les années difficiles, mais elle avait su en tirer une force tranquille, et cela la rendait fière. Un dimanche de fin d'été, alors que le soleil déclinait lentement derrière les collines et que le jardin baignait dans une lumière dorée, Claire se tenait sous le porche de la maison, un verre d'eau à la main, regardant Manon courir pieds nus dans l'herbe. Alexandre la rejoignit sans un mot et s'assit à côté d'elle. Ils restèrent ainsi un moment, à écouter les rires de l'enfant, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles. « Tu te souviens de cette nuit ?» demanda-t-il doucement. « La pluie ? Oui. Et toi, avec ton manteau trempé, tes chaussures usées, et pourtant assez forte pour me tendre la main. » Elle sourit. Ce souvenir n'était pas douloureux. Il était devenu une référence, un point d'ancrage. « Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, tu sais. C'est cette pluie-là. Si elle n'avait pas été aussi forte, je ne me serais jamais arrêté. » Il posa sa main sur la sienne. Pas pour la remercier, ni pour lui rappeler une dette, mais pour lui dire sans mots qu'il savait. Ils regardèrent Manon s'arrêter, essoufflée, les joues rouges, les cheveux épars. Elle courut vers eux, s'assit entre eux deux, posa sa tête sur la jambe de Claire. « Je vous aime », dit-elle simplement. Alexandre et Claire échangèrent un regard silencieux. Ils ne répondirent pas tout de suite. Il n'y avait rien à ajouter. Tout était là dans cette lumière de fin d'après-midi, dans ce jardin modeste mais rempli de vie, dans cette main posée sur une autre. Et c'est ainsi que leur histoire, née dans le tumulte, trouva son équilibre. Non pas dans les grands gestes ni dans les déclarations spectaculaires, mais dans une étreinte discrète, un instant suspendu. L'amour n'avait pas eu besoin de fracas pour exister. Il avait poussé lentement, comme une plante qu'on arrose chaque jour sans bruit. Et ce jour-là,
Alors que le ciel se teintait d'or, il se scella pour de bon dans la simplicité d'un dimanche où rien d'extraordinaire ne se passa, sauf la paix, enfin conquise.